depuis plusieurs années maintenant, qui circule dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Et cette année, la 9e édition se tient, parce que les travaux sont encore en cours, elles seront clôturées tout à l'heure par la première ministre et chef du gouvernement. Et donc, ce sont des travaux qui nous permettent de réfléchir, de parler à l'avenir. Le président de la République a fait l'honneur justement à tous ceux qui se réunissent pour réfléchir sur l'avenir au plan des infrastructures de la République démocratique du Congo, pour ouvrir ses travaux pendant son séjour de travail dans la province du Haut-Katanga, 48 heures, où nous avons eu notamment hier un conseil de ministres qui a été évidemment précédé par une réunion du Conseil de sécurité, par d'autres activités. On a vu le président poser la première pierre de l'hôpital de la Luano, mais surtout l'inauguration du centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, qui est un centre hospitalier régional qui pourra répondre aux défis, en tout cas, de la prise en charge médicale, non pas seulement des patients de la République démocratique du Congo, mais de tous les pays environnants, mais aussi ceux qui doivent aller à l'étranger se faire soigner pourront désormais s'arrêter à Lubumbashi pour avoir des soins appropriés. Voilà plus ou moins le sens de la mission présidentielle ici dans le Haut-Katanga, et on ne pouvait pas terminer ce séjour sans avoir un rendez-vous avec les professionnels de médias comme de coutume, évidemment, pour aborder ces sujets, mais aussi pour saluer d'abord, en tout cas, l'implication, j'ai beaucoup vu dans le front médiatique de journalistes katangais en ce moment où le pays fait face à l'agression que nous connaissons dans l'Est de la RDC. Monsieur Jean Manissa, bonjour. Et je continuerai évidemment cet exercice avec mon collègue chargé de la politique de ville, le ministre Tengeli Tokié dans la salle. Mais on a voulu commencer avec vous parce que c'est vous qui êtes à la base des expos béton. Et cette année 2025, vous avez choisi de venir à Lubumbashi, de parler des corridors. En premier, c'est quoi le thème que vous avez choisi pour cette année et pourquoi avoir choisi de l'organiser à Lubumbashi? Merci beaucoup pour cette exposition sur le salon de la construction, le salon du développement de la ville qui réfléchit sur les questions qui se passent dans nos villes, surtout dans notre grande mégalopole de Kinshasa, des problèmes que nous connaissons depuis des années qui sont abordés. La première édition, c'était en 2016 que nous avons parlé des opportunités dans la construction. Vous savez qu'à un moment, on n'avait pas, par exemple, le produit de base qui est et qu'aujourd'hui il existe dans la partie ouest et dans la partie. Et nous avons abordé toutes ces questions, nous avons poussé les secteurs de la construction à se lancer dans les matériaux de construction, parce que pour y arriver, pour avoir des bâtiments, des matériaux. Et nous avons évolué vers des projections aussi. Et tant en ce qui concerne la mobilité que l'habitat, nous revenons souvent sur les normes. Sans normes, sans urbanisme, il est problématique d'avoir des villes qui s'intègrent parfaitement le bien de nos populations. Et nous faisons aussi la promotion des corridors, parce que notre pays est tellement immense que le programme devrait tourner autour des corridors. On a le fleuve Congo, par exemple, qui devrait être vraiment l'objet d'un programme. Et en même temps aussi, les corridors sont des sujets géostratégiques très importants de la République. Dans le Grand Katanga, nous étions à l'époque à 400 000 tonnes d'exportation de minerais par an. Nous avons atteint 3 100 000 tonnes l'année dernière, c'est un chiffre record, mais les projections financières prévoient de passer à 8 millions de tonnes dans la dizaine d'années qui va arriver. Et cela demande des infrastructures, tant de mobilité dans les villes que d'exportation et d'importation aussi de certains produits pour la consommation des hommes et des biens. Et donc, depuis un moment, on parle du corridor de Lobito, qui est un vieux projet, qui a été créé depuis 1923. Et nous devons bien réfléchir aujourd'hui, et ça c'était tout l'intérêt que le chef de l'État a porté sur la question, de voir comment, plus loin encore que ce qui est prévu
par cette organisation aujourd'hui qui s'est mise en place entre la Zambie, l'Angola et la RDC. Comment aussi impliquer les opérateurs locaux congolais sur la prolongation de ces chemins de fer les zones d'habitation qui va traverser des cités rurales mais qui doivent être urbanisées. C'est tout le sens de ce que nous faisons dans la promotion de la bonne construction ainsi que des cités urbaines et qui devrait permettre à ce que cette mobilité permette justement les échanges des personnes et des biens. Et donc cette question va être est primordiale, c'est géostratégique. On n'a pas besoin d'un seul corridor parce que lorsqu'on aura atteint 8 millions de tonnes, il faut au moins minimum 5 corridors. Il y a celui de Walvis qui fonctionne, de Durban, de Dar es Salaam, mais aussi le chef de l'État a compté vraiment sur le gouvernement puisqu'il a demandé que les études soient faites et que dans ses pensées, c'est qu'on puisse réaliser vraiment ce corridor qui va rejoindre le Grand Kasaï, le Grand Bandundu, le sud de Kinshasa, le Congo central et Banana. Alors, hier, le président de la République, revenant justement sur ces questions de corridor, nous disait en Conseil de ministres, ils constituent des nœuds stratégiques de croissance à la croisée des échanges commerciaux, de la mobilité humaine et du développement de territoires. Ils doivent à ce titre être dotés des infrastructures modernes, durables et résilientes dans tous les secteurs, transport, logistique, énergie, télécommunications, santé, éducation. Monsieur Jean Bamanis, alors lorsque vous recevez le président de la République et qu'il se montre d'une oreille si attentive à vos initiatives, qu'est-ce que cela représente pour vous qui êtes dans les privés, qui voulez contribuer au développement de la RDC? Un honneur pour nous que le chef de l'État ait accepté de venir lancer les travaux au béton et pour qu'il y ait une appropriation, en tout cas de cette matière, par tout le monde. Aujourd'hui, par exemple, nous avons un atelier en direct qui se fait, c'est celui de l'appropriation par la jeunesse et le monde scientifique. Et donc, en lançant cela, c'est un appel aux opérateurs économiques, à la planification, à l'anticipation et pour préparer l'avenir. Et ce dont nous remercions vraiment le chef de l'État pour sa sollicitude, ainsi que la Première ministre et tout votre gouvernement. Voilà, je veux vous laisser parce que vous avez encore de panels de travaux. Peut-être qu'on va prendre une question vous concernant, vous pouvez apporter des éléments d'éclairage et puis nous allons continuer la discussion avec le ministre délégué chargé notamment de ville, Monsieur Eric Tshibambave. Une question pour vous, Monsieur Jean Bamanissa, et puis par après, on va continuer avec cet exercice de redevabilité. Vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, de m'avoir accordé la parole. Ma question est celle-ci. Depuis 9 ans, Expo Béton existe et vous parlez infrastructure. Quelle peut être votre fierté, tandis que 9 ans après, rien de développement en République démocratique du Congo, plus ou moins. Et est-ce que c'est comme tous ces salons que l'on voit où on vient pour se faire de l'argent en vendant des stands ou simplement on peut espérer quelque chose de grand? Parce que j'ai la parole, je profite aussi pour poser une question au ministre Patrick Muyaya. Plusieurs initiatives se tiennent. On débute des initiatives au niveau de Kinshasa, mais cela n'a pas d'ampleur dans des provinces. Les cas derniers en date est celui des Congo-Téléma. Est-ce que, parce qu'on veut tout centraliser au niveau de Kinshasa, on ne veut pas voir des provinces, alors que c'est en province aussi où des fake news vont bon train et débouchent à l'oreille? Est-ce que vous manquez aussi de collaboration avec des gouvernements provinciaux qui d'ailleurs ont en leur sein des ministères provinciaux des communications? Je vais finir par le retour de Joseph Kabila Kabange.
et qui est annoncé à Goma en tant que gouvernement, parce que les proches de l'ancien président estiment que le président Kabila vient pour apporter sa pierre à l'édifice. Et le président de la République a à un certain moment demandé la cohésion nationale. Est-ce que vous êtes prêt, si Joseph Kabila qui se présente en ambassadeur, est-ce que vous êtes prêt à accepter sa main tendue, d'autant plus que le président de la République avait déjà tendu la main à tous les Congolais? Écoutez, on parle principalement de corridors, de projets de développement. J'aurai l'occasion de revenir sur ces questions. On va laisser d'abord l'honorable Bamanissa donner les réponses et puis on reviendra sur les autres sujets. Merci. Quel est le bilan dont vous parlez? 9 ans, c'est vrai qu'on a commencé en 2016, mais si on est arrivé à ce niveau, c'est déjà un bon bilan d'avoir l'oreille des autorités, du chef de l'État, et qui, comme il le dit, nous faisons le rapport, toutes nos éditions qui sont lues, qui sont suivies, mais cela demande effectivement un exercice de réforme. Il y a des réformes, le chef de l'État l'a dit la dernière fois, le fait d'avoir mis en place le ministère de la politique de ville, c'est une proposition et une réflexion écrite et motivée d'Expo Béton qu'il a fait, parce que on n'aura pas le temps, mais sinon je pourrais vous expliquer la difficulté des villes. J'ai été gouverneur, je sais quelles sont les difficultés qu'elles ont pour pouvoir fonctionner. Et c'est une innovation qu'on puisse le faire aujourd'hui pour justement donner de la matière à cette décentralisation, à ce que les maires doivent pouvoir faire pour arriver à construire leur ville, ainsi que les bourgmestres des communes. Et donc, beaucoup de choses sont faites. Vous savez, si aujourd'hui on est arrivé à ces difficultés d'urbanisme, parce que c'est un chaos, c'est vrai, la question urbanistique et la question foncière présentent quand même un chaos. Le chef de l'État l'a dit l'année dernière, quand on regarde le bilan, mais il faut répéter. Il faut répéter régulièrement, et ce n'est pas pour rien que nous allons vers les universités aussi pour le faire. Nous avons, par exemple, parlé la première année, je vous l'ai dit, les 2 premières années, c'était sur les opportunités dans la construction. Vous voyez le boom immobilier qui se fait parce que nous avons expliqué quelles sont les possibilités aux entrepreneurs, petits et grands. Et vous savez qu'aujourd'hui, rien que dans la partie ouest, par exemple, de la RDC, avec la quantité de ciment qui est écoulée, c'est 600 000 personnes qui travaillent par an dans ce domaine. Et donc, ça résorbe aussi le chômage et ça permet de mettre en place une construction qui respecte les normes. Nous revenons souvent sur les normes. Et une de nos recommandations, et nous espérons que ce projet de loi ou cette proposition de loi sera rapidement présentée, c'est sur la standardisation et les normes. Parce que nous n'avons pas de normes, on ne peut pas construire. Donc vous savez, il y a tellement de matière. Quand vous êtes chez vous, regardez votre bâtiment, vous allez vous poser beaucoup de questions à partir de la rue, jusque dans votre maison, pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est toutes ces questions sur lesquelles nous revenons et que nous souhaitons vraiment qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient formées dans l'urbanisme et dans l'aménagement du territoire. Voilà, merci beaucoup, monsieur honorable Ajab Bamanissa. On va vous laisser aller continuer vos différents panels. Le temps pour nous d'inviter le collègue Tengelito qui est chargé justement de la politique de ville. Avec lui, nous allons continuer parce que tout à l'heure, monsieur l'honorable Ajab Bamanissa a parlé notamment de normes. Je vais inviter mon collègue Tengelito pour que, à votre tour, monsieur, je n'ai pas oublié vos questions, on y reviendra, mais les sujets principaux aujourd'hui, c'est les sujets de ville et tous ceux qui ont fait l'objet des travaux ici. Monsieur le ministre, vous vous occupez plutôt un portefeuille nouveau au sein du gouvernement de Madame Souminois. Tout à l'heure, vous avez entendu l'honorable Bamanissa parler notamment de normes et nous sommes dans une période où, malheureusement, dans les principales, en tout cas, villes du pays, on a connu des catastrophes, notamment à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous suivent ce soir de la stratégie qui vous guide dans votre ministère qui se charge notamment de la politique de ville? Je vous remercie, Excellence Monsieur le Ministre. Je remercie aussi le parterre de journalistes qui sont ici. Le ministère en fait a été créé en mai 2024 par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République.
vous voulez d'abord donner une réponse au niveau des villes, c'est-à-dire mettre fin à ces inégalités qui existent entre et dans les villes, et notamment pour répondre aux différents problèmes, comme vous avez entendu avec l'honorable sénateur, les problèmes au niveau de l'infrastructure et tous ces différents problèmes. Donc ce ministère a été créé notamment pour planifier et anticiper différents problèmes que l'on peut trouver en fait dans différentes villes. Mais l'important, c'était surtout donner l'importance en fait aux maires, parce que c'est eux qui sont à mieux pour donner en fait le profilage de leur ville en termes d'emploi, en termes de PPP, et surtout de leur donner vraiment de la matière. Donc ce ministère a été vraiment créé pour impulser, pour donner en fait une véritable force au niveau des villes. C'est-à-dire en d'autres termes que vous travaillez de manière étroite avec les différents maires de ville pour vous assurer, par exemple, lorsqu'on dit nous sommes dans la ville des Lubumbashi, les grands problèmes sont sérieux, et avec le maire vous travaillez, donner des réponses. Est-ce que dans ce qui est prévu, en tout cas dans ce qui se prépare, est-ce que les maires sont suffisamment outillés? Vous avez entendu tout à l'heure l'honorable sénateur qui parlait des normes. Le plus important, c'est le respect des normes, parce que vous savez que nous avons une panoplie de textes. Vous savez qu'en matière d'infrastructure, vous avez le décret du 20 juin 57 en matière d'urbanisme, vous avez aussi l'arrêté interministériel d'octobre 1993 qui porte sur la protection des servitudes. Quand on parle de servitudes, ce sont les espaces verts, et on ne peut pas construire à moins de 20 mètres des cours d'eau, des chemins de fer, etc., etc. Donc nous, en fait, on est chargé au niveau des maires, donc c'est-à-dire quand une construction, quand des travaux viennent se faire là-bas, les maires doivent être à mieux outils de pouvoir dire stop, on ne respecte pas les normes, on ne fait pas ceci, et c'est à eux de présenter en fait ces plans de développement. Je crois que vous vous souviendrez que lors du 24e Conseil des ministres, son Excellence Monsieur le Président de la République avait fait cette recommandation qu'il est primordial que tout projet qui passe dans une ville, que le maire il soit associé, pas en tant que spectateur, mais en tant qu'acteur. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, avoir le même opérateur économique qui va construire une route, supposons, à Kisangani, et demain il doit faire aussi au niveau de Guadolité, et demain il doit faire à Manaka. On va nous dire quand est-ce que cela sera fait. Et dans le discours du chef de l'État qui disait qu'il veut créer des millionnaires congolais, qui peut-être ça fait sourire certaines personnes, mais c'est l'occasion, dans sa vision, de pouvoir créer justement ces millionnaires-là. Nous avons dans nos villes des personnes qui sont capables d'anticiper et de construire ces routes-là, mais c'est faute de financement. Et c'est à nous justement de les stimuler en disant que voilà, nous avons la garantie pour accompagner ces Congolais qui sont là sur place, mais ce sont les maires qui sont à mieux de définir et d'identifier ces personnes qui sont justement dans ces villes-là. Voilà, on va prendre la question de Madame Sylvie Makolo pour vous, Monsieur le ministre, et on va continuer cet exercice. Allez-y, Madame, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le ministre, dans le cadre de Corridor Sud, le chef de l'État, l'état des désagréments, l'état des dégradations avancées de plusieurs routes nationales complique sérieusement l'afflux entre les grandes agglomérations. Dans la vision portée par le chef de l'État, pour la province du Grand Katanga, quelles pistes de solutions envisagées pour désengorger efficacement la ville et améliorer la mobilité interurbaine? Je vous remercie, madame. Je crois qu'on va revenir un peu à ce qui a été dit, c'est les normes. Poser des problèmes des routes. Vous savez que notre travail à nous, par l'entremise justement des maires, ils doivent vérifier notamment de ces routes. Vous savez que quand on fait une route, il y a un certain type de nombre de centimètres qu'il faut respecter avec les graviers, avec ceci, avec cela, pour justement montrer leur viabilité et justement leur durabilité. Et justement à ce niveau-là, vous savez qu'en matière urbanistique, comme vous voyez dans d'autres pays, il y a des travaux que l'on fait qui doivent prendre déjà en considération et pour les 50 ou 100 prochaines années. Sinon, chaque 6 mois, chaque année, on devra revenir et faire ces différents travaux. Donc l'objectif, évidemment, c'est, pour répondre à cette question, mais pour revenir à l'autre, c'est évidemment de pouvoir, comme c'est dans le programme du gouvernement, de procéder justement à cette interconnexion, justement à ce désengorgement au niveau des villes. Là, évidemment, vous parlez moi, j'ai jamais utilisé le terme la décentralisation. Il faut décentraliser et justement avoir des institutions fortes. Plutôt que j'ai entendu dernièrement une personne ici qui me parlait de fédéralisme, je crois qu'il faut plutôt parler de décentralisation, faire confiance justement aux maires, faire confiance aux ETD, qui sont justement les personnes qui mobilisent le plus en termes financiers et qui doivent justement accompagner dans le cadre du développement de nos villes. Merci. Voilà, merci beaucoup. On va prendre la question de M. Patient Lukusa. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. D'abord à vous, Monsieur le ministre, hier, plutôt avant-hier, à son atterrissage à l'aéroport de la Loano,
le président de la République a posé la première pierre de construction du nouvel aéroport de la Loano. Alors, on peut savoir un peu sur le coût. Et ça sera financé par le gouvernement central ou le gouvernement provincial. Alors, à Monsieur le ministre Didier Tengue, hier, aux côtés de votre collègue Guy Loando, vous avez eu à développer sur les stratégies à mettre en place pour moderniser des villes de la République démocratique du Congo. Mais les mêmes mots soulevés lors de cette conférence, notamment les mots qu'on a eu à rencontrer à Kinshasa, notamment la violation, notamment des lits, des rivières. Ici, par exemple, à Lubumbashi, à côté en face de l'hôtel Caravia, le lit du lac Tchombe a été pratiquement vendu. Et ça a failli même coûter la fonction du vice-gouverneur ici, qui était à l'époque maire de la ville. Et derrière l'Institut Salaman, on avait aussi vendu des parcelles par l'ancien maire. Et pourtant, tous les eaux qui quittent de l'autre côté passent par ces petits collecteurs-là. Et ça risque, avec le temps, avoir des conséquences fâcheuses comme ce qui se passe à Kinshasa récemment. Voilà ma question. Quelles sont vous, en tant que ministre délégué, quelle est la politique ou quelles sont les politiques que vous avez mises en place pour que la ville de Lubumbashi ou les villes de l'espace Katanga qui sont concernées par les corridors de Lobito ne puissent pas tomber dans ce qui s'est passé à Kinshasa? Une réponse rapide d'ailleurs, avant que mon collègue ne puisse continuer. Je crois que les travaux de la modernisation de l'aéroport de la Loano seront financés par le gouvernement central. Je n'ai pas la hauteur du montant au moment où nous parlons, mais peut-être que plus tard, on pourra vous renseigner. Mais l'objectif, comme le président de la République nous a rappelé en Conseil des ministres, c'est d'avoir un hub pour toute la partie australe, parce que vous savez que la République démocratique du Congo, c'est aussi la SADC. Et donc, et le plus souvent, la RDC, c'est les premiers pays d'ailleurs qui produit l'essentiel de minéraux qui passent par les autres pays. Et donc, l'idée, c'est d'avoir à Lubumbashi cette plateforme avec une nouvelle aérogare qui pourra avoir au moins 1 million de passagers par an et avoir toutes les fonctionnalités qu'il faut, non pas seulement en termes d'infrastructure physique, mais en termes de matériel de navigation, pour nous assurer que nous avons accru les trafics. Parce que le corridor de Lobito que vous mentionnez justement, et les autres corridors, tels que le président de la République l'a dit, parce que les études sont en cours, qui doivent relier les autres provinces à cette partie du pays, nécessitent d'avoir justement toutes ces infrastructures en développement en même temps. Et donc il faut considérer que ce qui a été fait au niveau de la Loano et ce qui s'est fait au niveau des Lobito, finalement, tout finit par se connecter. Et ce n'est que de cette manière que nous pensons pouvoir donner une véritable opportunité à la République démocratique du Congo d'être de plus en plus compétitif et d'être de plus en plus relié, non pas seulement avec les provinces de la RDC, mais aussi avec les autres pays voisins et pourquoi pas tous qui pourront venir par avion. Monsieur le ministre, allez-y pour vos réponses. J'aime beaucoup la question du cher ami ici, mais je crois qu'apparemment vous avez des problèmes avec vos maires ici, justement avec ce problème du lac Tchombe. Oui, on a été informé par rapport à cette situation. On a été informé par cette situation et le point avait été justement mené par mon ministère au niveau du Conseil des ministres. Je dois revenir dans une semaine pour justement traiter ce problème. Le lac Tchombe qui était là, qui existe, je crois que le monsieur a commencé d'abord par rembler, évidemment en tuant tout ce qui est l'écosystème, la flore et tout ça, et ça a justement emmené des mouvements, si je peux dire, insurrectionnels. Et donc il a pratiquement remblé sur pratiquement près de 2 hectares. Et du coup, en fait, en faisant dévier le cours d'eau. Mais encore une fois, je vous dis ça, comme ça a été décidé lors du dernier Conseil des ministres, toutes ces personnes qui construisent sur des zones non edificandi, il y aura d'abord des mises en demeure et on finira par casser ça. Vous savez, si on ne prend pas garde, d'ici peu, on risque d'avoir quelqu'un qui va se réveiller. Il va dire les avions ne peuvent plus voler dans le ciel parce que de toute façon il est chef coutumier, parce que cet espace lui appartient. Vous pouvez être par exemple opérateur économique, vous êtes chef d'une entreprise, vous êtes directeur général et vous avez des personnes à vous que vous avez placées dans différents postes, que vous leur demandez de faire appliquer ces textes et de faire respecter les normes. Parce que les normes vous interdit justement de poser de tels actes. Et nous avons, en fait, au sein du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, vous avez ce qu'on appelle le GUPEC, qui est le guichet unique pour la délivrance, en fait, justement, des autorisations de bâtir, qui, en son sein,
doit veiller justement à toute construction. Et quand une construction se fait, elle doit veiller, elle doit pouvoir dire, vous par exemple, vous êtes là, comment est-ce que vous allez évacuer vos immondices en matière d'évacuation des eaux et en termes de récupération. Et elle ne peut donner des autorisations de bâtir qu'à partir du moment où toutes ces conditions sont remplies. Donc c'est-à-dire que vous avez respecté les normes, que vous êtes à moins vous êtes à plus de 20 mètres des cours d'eau, vous ne construisez pas en dessous des câbles de courant, tout ça, etc. Donc en fait, c'est un problème d'homme. Et bon, moi j'ai une mentalité qui est purement haussmannienne. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tracer et casser, et la nature doit reprendre ses droits. Et pour ces personnes qui sont là, qui posent des actes, moi je considère ça comme des actes d'abus de confiance au niveau du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui sont des agents, il faut directement aller à la sanction, les sanctionner, et ils doivent répondre de leurs actes, parce que l'État ne doit plus continuer à répondre des actes de certains individus qui posent en disant qu'à toute façon ils ont raté. L'État va assumer ces dires-là. Moi je suis pour la proposition de ces sanctions, et elles devront être sanctionnées et passibles des peines les plus sévères qui soient. Voilà, on va prendre les questions de M. Gaëtan Magaleno de la télévision nationale. Bonjour, Leurs Excellences. Je commence avec le ministre chargé de politique de ville. Vous avez parlé de normes. Comment est-ce qu'à votre niveau, quels sont les mécanismes que vous mettez déjà en place pour faire connaître ces normes au niveau de la base? Hier, le président de la RDC, lors du Conseil des ministres, a annoncé plutôt une série de mesures pour lutter contre les inondations de villes de la RDC. À quand l'application? Et au ministre de la Communication, je vais rebondir de la première question de mon confrère qui a commencé en parlant de la présence de Joseph Kabila selon certains médias. Et dit la loi, lorsque un ancien président devient un allié d'un mouvement rebelle? Merci. Oh, je finirai par répondre par cette question. Mais bon, les sujets principaux aujourd'hui, c'est la ville, les infrastructures, les corridors, et pourquoi pas l'hôpital. Je crois que ceux qui sont à Lubumbashi, vous devez être heureux parce que le centre hospitalier Tshisekedi Tshilombo, qui a été inauguré ici, c'est le premier dans la sous-région. Les gens viendront de partout dans l'Afrique australe pour venir se faire soigner ici. Je crois que ça, c'est un élément sur lequel je vais revenir tout à l'heure. J'espère qu'il y aura des questions qui vont aller dans ces sens-là aussi. Allez-y, M. Tengelito, avant que je ne réponde à la question. Je vais reprendre une phrase de l'excellence Mouya qui disait que lorsque on tient les conseils des ministres, justement, c'est fait entre guillemets exprès que ça passe justement sur la chaîne nationale qui est accessible à tout le monde. Donc c'est-à-dire les décisions des conseils des ministres, donc c'est-à-dire quand vous suivez la RTNC, donc vous avez déjà toutes ces décisions qui sont prises. Donc à moins de ne pas vouloir justement les lire ou les écouter, bon, cela n'incombe qu'à vous. Mais de l'autre, ce que je veux dire par rapport au respect des textes, lorsque les décisions sont prises, parce que je crois que vous avez parlé de son excellence, Monsieur le Président de la République, qui définit en fait une politique générale du pays, vous avez maintenant des différents ministères avec tous leurs services, je veux dire, qui sont en dessous, qui sont censés de vulgariser. C'est pour ça que nous avons la décentralisation, vous avez le gouvernement central, le ministre qui prend ses décisions sous forme d'arrêté, vous avez le gouvernement provincial, vous avez les représentants à tous les différents niveaux. Vous avez aussi au niveau des communes, vous avez au niveau des quartiers. Donc chacun à son niveau doit vulgariser ces textes-là. Je prends à titre d'exemple au niveau de la ville de Kinshasa, vous avez ce qu'on appelle l'édit 003 du 9 septembre 2013, qui porte mesures de protection sur l'assainissement et l'environnement de la ville de Kinshasa, qui dit clairement que vous ne pouvez pas jeter des matériaux de construction sur la voie publique, vous ne pouvez pas obstruer la voie publique, vous ne pouvez pas jeter des immondices sur la voie publique, vous ne pouvez pas déverser, etc., etc. Et qui prévoit clairement les amendes qui vont de l'ordre à pratiquement de 50 000 francs congolais à 50 millions de francs congolais. Alors vous me direz, vous voulez que le président de la République descende pour appliquer cela? Je ne pense pas. Les textes sont là et il dit clairement qui doit le faire. C'est une loi provinciale. Vous descendez au niveau des communes. Donc chacun, en fait, ce que je veux dire pour répondre à vos questions, chacun à son niveau doit s'approprier en fait ces textes-là. C'est pour ça que vous avez au niveau des textes, vous avez vu la Constitution, vu ceci, vu cela, vu ceci, vu là, par exemple l'édit 001 tel. Le gouverneur décide ou prend un arrêté, arrête, tout ça, etc. Chacun à son niveau doit s'approprier cela. Donc les textes existent vraiment et il faut les appliquer. Vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez l'arrêté interministériel de octobre 1993 qui porte protection sur les servitudes et qui dit clairement ce qui doit être fait en matière de construction. Vous ne pouvez pas construire à moins de 25 mètres des câbles de courant, encore moins de 20 mètres des chemins de fer, moins de 20 mètres des cours d'eau. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que vous avez des personnes qui se croient à l'abri de tout, et surtout nous aussi, les Congolais, on se dit, comme on aime si bien dire dans nos termes en lingala, à ceux qui l'État azali, à Okanga, ceux qui azate, n'a continué n'angai. Avec la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'État est là,
Et je crois qu'il n'y aura pas d'excuse pour ces personnes qui justement ont empiété sur des zones non aedificandi. Et pour répondre à ce que madame disait, oui, on est au courant que c'est, je crois que c'était l'ancien maire. Et maintenant, c'est l'Assemblée provinciale qui doit faire son travail. Du Haut-Katanga, n'est-ce pas? Merci. Écoutez, sur cette question, un petit complément. Le président de la République nous a dit dans la grande réunion qu'il a tenue cette semaine d'ailleurs, pour que ceux qui ont construit, parce que pour la plupart, les autorités urbaines rencontrent des difficultés quand il faut raser certaines infrastructures. Parce que certains, dit-on, c'est des hauts gradés, certains, dit-on, que c'est des cadres au niveau de l'administration. Mais le président de la République lui-même, qui incarne l'État, a dit qu'il n'y aura pas, évidemment, des distinctions ou d'avantages accordés à qui que ce soit. Parce que lorsque vous vous réveillez et qu'il y a la catastrophe diluvienne qu'on a eue à Kinshasa, du fait d'ailleurs des eaux qui sont venues du Congo central, des phénomènes que nous n'avions pas vus avant, vous avez 75 compatriotes qui décèdent, mais il faut bien qu'on se pose la question. Bon, les catastrophes naturelles arriveront toujours, les pluies arriveront toujours, on ne va pas les blâmer. Mais est-ce que nous, les humains, dans notre manière de gérer de l'environnement, est-ce que nous faisons ce qu'il faut pour nous assurer que cela, lorsqu'il y a catastrophe, que lorsqu'il y a de pluie, que cela n'exacerbe pas notre situation de difficulté? Et donc aujourd'hui, il est établi qu'il y a une responsabilité humaine du fait justement qu'on a construit dans des zones où il ne fallait pas construire. Alors, les gens vont se dire, les autorisations et tous ceux qui ont construit ont des titres, ceux qui ont construit ont reçu des autorisations des agents de l'État, etc. Mais ici, l'impératif qui vient en premier, c'est l'impératif de la préservation des vies. Et donc, il y aura une pédagogie, il y aura évidemment une campagne de sensibilisation qui va précéder tous ces actes. On va faire des communications soutenues là-dessus, mais pour tous ceux qui seront sur les sites qui sont identifiés. Et il faut savoir ici que le travail n'a pas été fait que pour Kinshasa. On a commencé par Kinshasa, mais vous avez des cas dans les Congo central et dans d'autres provinces, et ces mesures vont se répercuter dans les différentes provinces pour qu'on s'assure au moins que nous tous, nous faisons attention dans les respects de la norme, même s'il y a eu des faiblesses de certains agents de l'État, mais nous-mêmes, en termes de notre responsabilité, lorsque vous allez construire à 10 mètres alors qu'il faut 20 mètres à côté d'une ligne électrique, qui expose qui? Et donc, il y a dans ce qui se fait une responsabilité qui est la vôtre, comme citoyen, et une responsabilité qui relève de nous comme État. Alors, sur votre question qui a commencé tout à l'heure, d'abord, il faut savoir que nous, le plus important pour nous aujourd'hui comme gouvernement, c'est de nous assurer d'abord que, par exemple, ici à Lubumbashi, il y a ces centres de santé qui permettent de donner de soins avec les matériaux des dernières générations. C'est aussi de voir comment on appuie les initiatives privées, notamment à travers l'initiative d'Expo Béton, pour avoir la corrélation entre l'État et les hommes d'affaires. Parce que l'enjeu ici, principalement, c'est d'abord un enjeu de comment nous travaillons à régler les problèmes de Congolais. Bon, maintenant, nous sommes dans une situation de guerre, je parlerai de la campagne Congolais-Téléma aussi en même temps, où nous avons plus ou moins l'axe du mal qui est connu. Et aujourd'hui, les questions ayant trait à la situation du conflit sont pour la plupart déjà en discussion. Nous avons Doha, il y a le président Fornia Simbe qui a été désigné, et que s'il y a certains qui pensent qu'ils sont de l'axe du mal, et les moments venus, leur question sera traitée dans les cas de ce qui s'est fait. Alors, pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a lu des articles, on attend de voir, on attend d'écouter, parce qu'il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici, il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Il en avait parlé. Il disait que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC depuis plusieurs mois, on est dit. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. Bon, on verra ce qui sera dit, mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Parce que nous tous, nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo.
Parmi ceux-là, il y a un fils d'ailleurs du Grand Katanga qu'on appelle Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a fait les serments de ne jamais trahir le Congo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses illustres prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de Mzee. Nous savons tous, et je n'ai pas besoin de le rappeler, aujourd'hui nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila lui-même a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc, dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors, moi, j'ai dit, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, je ne pourrais pas m'étendre sur ces sujets-là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres questions qui viendront dans ce sens, parce que pour nous, le principal aujourd'hui, pour revenir à la question de M. Tshibamba en début de ces briefings, c'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans que cette situation dure. Je pense que le président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Son père avant lui a fait face à cette situation. Le président Tshisekedi, il fait face. Alors, quand viendront les années qui viennent et qu'il y aura un autre président, est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Non. Cette fois-ci, il faut que ça se termine une fois pour toutes. Parce que vous ne vous rendez pas compte, justement, de ce que nous perdons en termes, pas seulement d'hommes. Regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysé. Mais c'est qui perd? Est-ce que ce n'est pas le Congo qui perd? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas. Est-ce que ceux qui veulent se relier